Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Ce soir, nous analysons l'interview accordée à Jeune Afrique par le Premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Koliné-Makosso. Dans cette interview, il affirme, je cite, jusqu'à présent, l'État est le principal acteur économique du pays. Doit-il le rester ou doit-il désormais penser à mettre en place le cadre qui permet aux investisseurs privés de prendre le relais? La population est habituée à voir l'État s'occuper de tout. Nous allons décortiquer ces propos avec nos 4 journalistes, Arsène Sévérin, Joachim Banza, Guy Benoît de Victor et Fortuna Ngolali. Chaque thème abordé par le Premier ministre sera analysé pour en comprendre les enjeux et implications. Bonsoir messieurs et bienvenue à tous. Bonsoir. Chers messieurs, avant de rentrer dans le vif de notre sujet de ce soir, une question à chaud. Pourquoi cette interview a suscité autant de polémiques depuis sa sortie? Prenez Fortuna. Merci Gabriel, c'est moi qui inaugure cette émission. Pourquoi l'interview a suscité autant de polémiques? Il faut savoir que nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans un monde nanti des intellectuels. Nous avons aussi une population qui, depuis quelque temps, ne laisse pas passer inaperçue la politique du gouvernement, pour ne pas dire qu'elle est en partie dessus la politique du gouvernement. Donc, on ne peut pas être surpris ou étonné de constater que l'interview d'un Premier ministre, l'envergure d'Anatole Koliné-Makosso, passe inaperçue, sans que les intellectuels réagissent, sans que la population, à tort ou à raison, réagisse, sans que les médias aussi en parlent, et surtout que ça a été accordé à un confrère de l'international, donc qui n'est pas du Congo. Donc à un moment donné, ça ne peut que susciter. Mais il y a aussi son contenu. Donc quand je parle des intellectuels, il y a le contenu qui peut être diversement apprécié par les uns des autres, et donc chacun donne son point de vue par rapport à son ressenti, par rapport à la compréhension du sujet, par rapport aux éléments avancés par le Premier ministre. Mais ce qu'il faut retenir, on ne peut pas être dans un pays comme le Congo qui regorge beaucoup d'intellectuels, des sachants. Vous avez une population assez mûre et les médias qui se développent nuit et jour et voir une telle interview passer inaperçue. Non. Ce n'est que normal qu'il y ait polémique, sinon l'interview n'aurait servi à rien. Arsène Sévérin, est-ce que la réaction des Congolais est justifiée sur cette interview? Ah oui, je pense que la réaction des Congolais est justifiée parce que cela montre les attentes que les Congolais ont du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements, les 12 batailles et d'autres engagements qui se sont ajoutés. Donc une sortie médiatique d'un chef du gouvernement dans ce contexte, évidemment, les gens écoutent, interprètent diversement. Ça c'est la première partie. Mais après il y a aussi, comme disait Fortuna tout à l'heure, il y a les intellectuels qui interprètent et qui passent la main à la population, parfois qui ne lit pas le discours, qui ne lit pas à travers les lignes, qui lui passe la main. Ça peut être interprété comme de la manipulation ou bien une interprétation de seconde main. Peut-être qu'on reviendra dans l'émission, mais c'est normal que les gens réagissent parce que c'est quand même la sortie du Premier ministre qui est censé être peut-être, je pense, la 4e personnalité de l'État après le président de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale. Et c'est donc le Premier ministre quand il fait une sortie médiatique. Quand on sait que déjà, même sur le plan interne, les personnalités précédentes ne parlent pas souvent à la presse. Et quand vous avez un chef du gouvernement qui a la charge de régler les problèmes des Congolais, faire une sortie médiatique, évidemment, il faut bien que les gens réagissent. Joachim Banza. Merci bien, madame. Alors, c'est quand même une autorité nationale qui parle, et donc sa parole ne peut pas passer inaperçue. J'ai entendu parler d'intellectuels, de démocratie, d'être un peu de politique. Bon, le débat n'est pas que réservé aux intellectuels. C'est un exercice auquel tout citoyen peut se livrer. En démocratie, on va dire, ça a été dit par mon prédécesseur, par Arsène,
c'est tout à fait normal quand un acteur politique s'exprime qu'il y ait des réactions. Alors, ce qui aurait été bien pour vos téléspectateurs, je ne sais pas si ça a été fait, c'était quand même de les situer un peu par rapport à l'interview sur laquelle porte enfin, l'émission à laquelle nous participons, pour qu'ils aient eux-mêmes aussi des repères. Parce que, quoi qu'il en soit, nous, tels que nous sommes là, sur ce plateau, nous allons donner nos avis. Mais bon, c'est nos avis parmi tant d'autres. Nos avis parmi ceux des citoyens aussi. Maintenant, pour revenir à votre question, pourquoi ça a suscité tant de réactions? Je préfère dire comme ça, peut-être pas de polémique, mais de réactions. Il y a des réactions de désapprobation, il y a des réactions critiques, et il y a des réactions de soutien aussi. Il y a eu aussi des gens qui ont soutenu, qui soutiennent la démarche, l'expression du Premier ministre dans cette interview. Je pense que d'abord, l'interview a été publiée sur Internet par un média classique, Jeune Afrique, mais sur Internet. Et tout le monde n'a pas pu avoir accès à l'interview tout de suite. Donc, ce qu'on a eu d'abord, c'était le titre de l'interview, qui a circulé avec le lien. Et donc, rien que cette phrase-là a suscité les réactions diverses que nous avons suivies. Donc, il a fallu quand même attendre d'avoir accès à l'interview pour comprendre pourquoi le Premier ministre s'est exprimé comme ça. Moi, ce que j'ai constaté d'abord, et d'ailleurs même à l'introduction, vous l'avez rappelé, dans le titre, il est dit « Les Congolais sont habitués à voir l'État s'occuper de tout, il faut changer les mentalités ». Mais dans le corps de l'article, le Premier ministre dit « Les Congolais se sont habitués à voir l'État s'occuper de tout. Nous nous attelons à changer tout ça. Il faut qu'on place le citoyen et l'investisseur au cœur du développement. » Et en tant que journaliste de presse écrite, je me suis dit, en réalité, la phrase qui exprime le mieux l'esprit de l'interview du Premier ministre, c'est la phrase qui suivait. Placer le citoyen et l'investisseur au cœur du développement. Puisqu'avant, il développe le fait que il faut changer de mentalité, la culture et tout. Donc, le titre qui a été donné, malheureusement, n'a pas tellement servi, si vous voulez, l'idée principale développée par le Premier ministre dans son interview. Peut-être que le journaliste a voulu titiller un peu les lecteurs à travers ce titre, Guy Benoît. Eh bien, excusez, merci beaucoup pour l'invitation et je crois que c'est un plaisir de retrouver sur ce plateau des éminents confrères. Et surtout encore le doyen Joachim Banda qui nous revient. Et je suis que on va encore animer le débat. Bien. À propos de l'interview, vous savez que c'est normal. Dans une démocratie, dans un pays qui marche, parce que nous avons la diversité d'opinions, la pluralité des idées. C'est le Premier ministre qui a parlé, c'est normal qu'il y ait des réactions. Le contraire serait vraiment étonnant qu'un chef de gouvernement ait parlé, fait le bilan de son action, et personne ne réagit. C'est ça qui serait, ça ressemblerait à une dictature. Vous voyez, c'est normal en démocratie, et c'est ce que nous cherchons. Il faut qu'il y ait des débats. Le Premier ministre a émis ses points de vue, a donné sa lecture de la vie politique et de son action, mais les hommes politiques devraient aussi réagir à propos. Qui est pour, qui est contre. C'est ça, la démocratie que nous cherchons. Donc je crois que c'est cela. Bon, maintenant, à propos de la réaction des uns et des autres, c'est quelques phrases de trop, ou quelques phrases mal comprises, qui ont fait que les gens réagissent. Le titre. Eh ben voilà, c'est ça qui a amené la réaction. Parce que le Premier ministre dise, chef du gouvernement, disent, les Congolais sont habitués à voir l'État faire tout, qu'ils se posent cette question-là, c'est quand même étonnant. Vous comprenez, c'est quand même étonnant.
Parce que qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Qu'est-ce que les populations attendent du gouvernement? D'un gouvernement dans un État. C'est quoi? Et surtout encore, que se dit par un éminent membre du bureau politique du Parti congolais du travail, Parti social-démocrate, qui a pour mission de satisfaire les besoins des populations. C'est ça là que se comprend la social-démocratie dans laquelle, parti dans lequel se trouve le premier ministre. Donc, on dirait que c'est quand même le reproche qu'il fait aux populations. Mais les populations doivent quoi? Les populations doivent attendre quoi? Le gouvernement est là pour satisfaire les besoins des citoyens. C'est de ça qu'il s'agit. La réglementation, la location et la redistribution du bien public. Mais c'est ça le rôle du gouvernement. Bon, quand il l'oppose, c'est normal que les gens réagissent. Vous voulez dire un mot? Ah ben voilà. Gabriel, tout à l'heure, Joachim Banza parlait du titre. Hein, c'est-à-dire que la polémique a été aussi attisée, j'ai envie de dire, par le titre. Il a dit, qui est sorti du contexte réel. Mais professionnellement, ça se comprend. C'est-à-dire que le média a voulu titrer pour susciter un peu d'engouement. Surtout, voilà, retenir l'attention, avoir un titre beaucoup plus captivant. Ça, professionnellement, ça se comprend, c'est au bénéfice du média. Et vous avez constaté que Jeune Afrique a réellement réussi à créer un scoop autour d'eux. Mais les propos, Joachim Banza a tout lu tout à l'heure, vous comprenez que les propos tels que présentés dans le titre sont sortis du contexte. Et ça se comprend professionnellement. Donc, tous ceux qui ont commencé à polémiquer autour n'avaient pas jusqu'après 24 heures ou 48 heures lu l'intégralité de l'article, puisque si vous n'êtes pas abonné de Jeune Afrique, vous ne pouvez pas lire cet article. Et c'est 24 heures après ou 48 heures que l'article a été libéré totalement, mis à la place publique. Mais c'est quand on lit l'intégralité, on se rend compte finalement que on ne condamne pas Jeune Afrique d'avoir titré de cette manière, mais plutôt celles et ceux qui se sont jetés dans la polémique sans avoir lu l'intégralité. Donc la polémique était aussi donc suscitée et attisée par le titre en réalité, qui en réalité n'est pas anti-professionnel. Madame, juste là-dessus, hein, un petit témoignage par rapport à ce que dit oui, Francina tout à l'heure. Évidemment, c'est la culture chez nous. Nous, à Save des Lives, le média que je dirais, nous avons l'habitude de faire des petites créations pour donner une information et on laisse le lien de l'article pour que les gens aillent lire. Le constat, c'est que on se limite à ce titre-là, à cette création-là, et on commente. Alors, les commentaires les plus controversés, on trouve. Vous pouvez trouver 100 personnes qui viennent sur l'article, qui viennent sur la créa que vous avez faite, et puis vous avez peut-être 30 qui vont lire l'article dans le lien. Ça, c'est aussi culturel chez nous. Très peu de gens lisent, ils se contentent des titres. Dès qu'on a dit Tcheleka, bon, Tcheleka, c'est fini. Pourquoi on doit mentir à Tcheleka alors que c'est dit Tcheleka, ça veut dire la vérité et tout. Personne ne veut savoir pourquoi, en dehors donc du titre Tcheleka, pourquoi il y a des articles plus controversés et là-dessus. C'est aussi un problème culturel malheureusement que nous subissons. On se limite au titre et même les intellectuels, les cadres, après ça se suit, il y a comme une certaine manipulation, comme je disais, de l'opinion, parce que les intellectuels ont lu, ils ont commencé à donner leur point de vue par rapport à ce titre sans lire l'article, qui est un long article. On va peut-être le décortiquer et là, chaque mot a sa place. C'est un raisonnement. C'est un raisonnement aujourd'hui. On va revenir justement quand on parle de l'État-providence est mort, alors l'État ne fait plus rien. On va en parler. C'est des phrases qui datent de 40 ans, de 30 ans aujourd'hui. Arsène Sévérin, nous allons aller sur la forme et le fond de cette interview. Je reste avec vous, Guy Benoît. Quelle lecture faites-vous de cette interview? Je crois que le Premier ministre a raison de faire ça. C'est normal. Il a raison de communiquer. C'est normal. N'est-ce pas? Oui. Il faut que le gouvernement communique. Bon, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'eux ne communiquent souvent qu'ailleurs, pas sur nos médias. Souvent ailleurs. Et peut-être que s'il était face à Sévérin ou à Ngolali, bon, on aurait pu aller dans la profondeur. Parce que ces gens vis-à-vis desquels ils s'expriment ne connaissent pas trop bien la réalité du Congo, de notre pays. Et parfois, ils laissent passer certaines choses comme ça, et puis ils ne vont pas en profondeur pour que le Premier ministre s'exprime mieux. Donc, je crois que moi, j'ai lu l'interview. C'est ça, c'est normal. Mais il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Vous voyez, là-dedans, il y a des choses
qu'on peut relever pour un gouvernement responsable quand on fait un bilan, après combien d'années d'exercice, hein, tel que vous lisez l'interview, vous comprenez que le président par rapport a bien peint son bilan. Vous voyez? Mais que pense la population? Quel est l'impact de l'action gouvernementale dans la population? Est-ce que ça, on a regardé ça? Vous voyez? Est-ce que ça, on a regardé? Voilà pourquoi tout le monde veut parler. Tout le monde peut s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, les populations pensent qu'ils ne sont pas encore satisfaits. Le gouvernement n'a pas encore donné satisfaction à leurs besoins élémentaires. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je crois qu'il ouvre là la voie au débat. Attendons que les politiques s'en saisissent aussi. Et pourquoi on débatte? Pourquoi on voit clair? C'est ça qui manque dans le pays là. Et c'est pourquoi il y a certaines dérives. Le Premier ministre peut parler de la lutte contre la corruption avec la kyrielle des institutions qu'on a créées et de penser que c'est bien fait et qu'on lutte. Non, attends, on lutte au clair. Vous voyez, ça suscite des débats. On ne peut pas parler de l'électricité et de l'eau pour penser que hein, c'est peut-être l'État qui dérange, mais est-ce que c'est l'électricité de bonne qualité? On y revient. C'est normal que le débat s'ouvre. Bon, Joachim Baza, vous en tant que professionnel, hein, en lisant cette interview, quelle lecture, quelle appréciation faites-vous? Merci bien, madame. C'est la même question en fait que vous avez posée à Guy Benoît de Victor, et c'est une question importante. C'est-à-dire que il y a eu deux mouvements. C'est les deux mouvements dont Fortuné a parlé. D'abord le titre, avec le fait que l'article est réservé aux abonnés. Et bon, on est des journalistes ici, on peut déjà commencer par faire un sondage ici. Qui parmi nous est abonné à Jeune Afrique? Bon, je crois que personne. Ouais. Déjà là, on est dans un milieu de presse. Voyez-vous, vous voyez le problème. Et donc, la porte dont a parlé Arsène, quand vous laissez la porte, donc on prend une phrase, c'est normal, hein. Ça, professionnellement, comme il a expliqué, ça se passe comme ça. Donc on n'impute pas tort à Jeune Afrique. Non, ils ont professionnellement bien fait leur boulot. Mais politiquement parlant, on va dire, c'est comme si, voilà, l'interviewé s'est tapé un peu une balle dans les pieds. Parce que c'est pas la phrase qui reflète le mieux sa pensée. Quand on lit l'interview, madame, mais pour répondre à votre question, il faut se dire que c'est une interview rupture. C'est une interview de parler vrai. Guy Benoît de Victor a dit tout à l'heure, le Premier ministre a embelli son bilan. Non, il n'a pas embelli son bilan, mon cher. Il a été même modeste. Il a été modeste en reconnaissant que on n'a pas tout gagné. Il le dit, c'est clair là dans son interview. D'ailleurs, il utilise une image, une pirouette qu'on peut dire philosophique, mais qui est très parlante. Il dit, mais on ne peut pas gagner les 12 batailles. On ne peut pas gagner les 12 batailles. Ça peut être étonnant. C'est lui l'auteur des 12 batailles. Comment il peut nous dire qu'on ne peut pas les gagner? Donc, en nous le disant à quoi il pensait. Mais tout de suite, il dit, si on les gagnait, c'est comme si la vie n'aura plus de sens. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, la vie est un combat. C'est ce qu'il dit. Et continue en disant, moi j'ai fait mon parcours, j'ai fait ma part, ceux qui viendront vont aussi faire. Je crois que c'est modeste. Donc, il vient pas en vainqueur, il vient pas en quelqu'un qui a dit que j'ai tout fait. Non, il regarde, il connaît. Et c'est là où justement il prêche. Enfin, passez-moi l'expression. Il suggère plutôt pas. Il prêche, on va pas le réduire. Voilà, on va prêcher l'évangile. Non, il suggère le changement de mentalité. Dans l'histoire du monde, il y a eu un pays qui a fait ça. Il y a un dirigeant qui a fait ça que nous connaissons tous. C'est en Chine. Vous savez, le père de l'éveil économique de la Chine, c'est Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, voilà. Et justement, par rapport à l'idéologie officielle du parti, le socialisme, le communisme, le socialisme, enfin, oui, le communisme, voilà.
Deng Xiaoping a vu que pour que mon pays se développe, il faut changer de mentalité. Et il a dit à ses compatriotes, mais enrichissez-vous. Il a dit à ses compatriotes, il est bon de s'enrichir. Il est bon de s'enrichir. On est dans un contexte communiste et tout. C'est un scandale et il a été combattu. Mais d'autres l'ont soutenu. Il est bon de s'enrichir. Et il a laissé comme idéologie, le socialisme chinois, c'est quoi? C'est le socialisme qui s'est enrichi du capitalisme. C'est-à-dire, il a dit, prenons ce qui est bon dans le capitalisme et mettons dans le socialisme, et vous avez la Chine d'aujourd'hui. Le pays qui est, on va dire, économiquement même, le plus riche du monde. Même si modestement, nos amis chinois ne veulent pas, mais aujourd'hui, c'est une puissance économique qui traite d'égal à égal avec les États-Unis. Et ça, c'est la vision d'un homme, Deng Xiaoping. Après, bon, il avait été battu et tout, il est mort. Mais quand je vois l'interview du Premier ministre, je me dis, il est en train de pardon, excusez-moi, de suggérer quelque chose, peut-être pas d'original, mais dit par lui, ça devient quelque chose d'original. Sorti de la bouche d'un homme d'État aux affaires, ça devient quelque chose d'original. Il dit, chers compatriotes, changeons de mentalité. Parce que sinon, on va pas vraiment se développer. Il faut que l'investisseur soit au cœur du développement. L'investisseur, c'est qui? C'est le citoyen, c'est vous et nous. Maintenant, on va dire, oui, mais on va démarrer avec quoi? On va démarrer. Mais il y a déjà des tentatives de cela. Prenez le cas de la société d'énergie, où on a en principe privatisé la gestion, hein, mais pas la propriété, mais la gestion des barrages hydroélectriques. Mais maintenant, là-dedans, il y a des Congolais. Hein, même si, évidemment, les compatriotes pensent ce qu'ils veulent, mais c'est des tentatives comme ça. Il faut que les Congolais arrivent à investir, qu'on ait, passez-moi l'expression, nos milliardaires qui investissent. Qu'on n'ait pas des milliardaires politiques, mais des milliardaires économiques, comme partout dans le monde. Nous allons évoluer. Là, je vais avec Arsène Séverin. Le Premier ministre insiste sur le rôle du secteur privé et la responsabilité des citoyens. Je cite, il faut plutôt développer une nouvelle culture et ce à quoi nous nous sommes employés ces dernières années en créant les conditions qui placeront le citoyen et l'investisseur privé au cœur du développement du pays. Selon vous, est-ce réaliste de vouloir transformer une population habituée à attendre tout de l'État en acteur responsable et entrepreneur? Arsène Séverin? Oui, en fait, c'est possible si on reste dans un processus où on met beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. Je crois qu'on peut bien. C'est vrai. Après, on hérite d'une économie de la rente, hein, de la base au sommet. Tout le monde vit d'un salaire, tout le monde vit du trésor public, même les opérateurs économiques, tout le monde va au trésor public pour aller chercher de l'argent. Les parents attendent les salaires pour s'occuper des enfants, même ceux qui n'ont pas d'emploi directement liés à la fonction publique, tout le monde va au trésor public. C'est un peu l'économie de la rente. Maintenant, laisser les gens créer de l'économie, il faut qu'il y ait des réformes. Je pense que c'est à ce niveau-là que le gouvernement fait des efforts. Les réformes, c'est toujours difficile de les faire passer. Pendant 5 ans, 4 ans et demi, le Premier ministre a travaillé sur un certain nombre de réformes, mais il y a des réformes qui ont la tête dure aujourd'hui pour que ça passe. Je prends l'exemple le climat des affaires. Il faut que ça démarre par là, les climats des affaires. C'est resté un véritable boulot. Vous savez, à un certain moment, le président de la commission climat des affaires avec les partenaires et tout ça, lorsqu'il se retrouve à l'époque, c'était le président de la République lui-même. C'est dire autant comment la question est importante. Il faut ouvrir. L'État a besoin de vivre des recettes fiscalo-douanières, mais en même temps, il faut favoriser, surtout quand il s'agit des nationaux. La réalité, c'est quoi sur le terrain? C'est que dès que vous ouvrez votre petite boutique devant votre portail, devant votre maison, le lendemain, vous avez tous les services de douane, des impôts qui débarquent chez vous, enfin pour vous asphyxier et tuer l'affaire. Mais le fait aujourd'hui, si c'est dit par le Premier ministre, mais c'est dit depuis des années
replacer aujourd'hui le Congolais et l'investisseur, donc l'étranger, qui vient avec de l'argent, parce que on subit tous la même chose. Donc, replacer le Congolais, le citoyen et l'investisseur, ça peut aussi être le Congolais au cœur du développement. En ce moment-là, c'est le secteur privé qui récupère. Discuter avec Unicongo, discuter avec l'UNOC, vous comprendrez que c'est des gens qui sont asphyxiés. C'est comme si le gouvernement ne veut pas libérer, ne veut pas laisser que les privés travaillent. Ailleurs, ce sont des privés qui créent de l'emploi. On peut pas continuer à avoir une fonction publique 80 à 100 000, 80 000 à 100 000 employés. Le gouvernement ne sait même pas quoi faire de ces fonctionnaires-là. Parce que ils sont là en train de se tourner les pouces. On sait que se mordent les ongles. Et à la fin du mois, là, dans quelques jours, ils vont aller percevoir les salaires sans un véritable travail, Maintenant, comme le gouvernement reste faible à ce niveau-là, mais on a tous les charlatans qui chantent l'entrepreneuriat partout aujourd'hui. Mais parce qu'on sait que c'est l'issue, c'est le chemin, c'est l'issue aujourd'hui du chômage, de la création de l'emploi. Il faut qu'il y ait de l'entrepreneuriat. Mais après, on a tous les charlatans qui arrivent. Je vais faire de l'entrepreneuriat, on distribue de l'argent, on crée ceci, on crée cela, et il n'y a pas de l'impact. Il faut que, comme le Premier ministre, lui, l'a dit, mais je crois qu'il annonce, parce qu'il s'en va. Il s'en va maintenant là. Il s'en va, c'est un combat, c'est un chantier, c'est une bataille qui va ouvrir, peut-être pour que les autres arrivent, mais c'est une vérité. Si le secteur privé ne crée pas véritablement de la richesse dans ce pays, nous continuerons de vivre de l'économie de la rente, on vend le pétrole, on vend le bois, on vend les mines, et puis on se redistribue de l'argent. Et c'est ça, tous les Congolais attendent ça. Pourquoi seulement vous? Parce que vous êtes gouvernant, vous vendez le pétrole, vous vendez le bois, vous vendez la mine, et puis vous redistribuez, et les autres Congolais. Pourquoi vous ne donnez qu'aux fonctionnaires, ils sont 80 000 sur 6 millions de Congolais, et les autres Congolais n'ont-ils pas le droit d'accéder à tout ce que peut générer comme richesse l'économie nationale? Je crois que c'est un grand débat. On ne devait pas le mener avec beaucoup de patience. Le Premier ministre ouvre là un chantier et c'est à féliciter, chapeau bas à lui, si jamais il ramène la question sur la table. Parce qu'après, on a vu beaucoup de fois, on a parlé de ça, des lois ont été même votées au Parlement, mais souvent, on n'arrive pas à impacter la société, à apporter à faire changer la société. Les gens ont faim, les gens n'ont pas l'eau, les gens n'ont pas l'électricité, mais les privés peuvent le faire. D'accord. Brony Fortuna, le Premier ministre parle de responsabiliser les citoyens, les rendre indépendants. Est-ce que l'environnement est propice pour eux? Bon, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre, moi, ce que je peux dire, c'est que quand on lit cette interview, c'est une interview progressiste qui présente ce que doit être le Congo, ce que le Congo doit être dans les années à venir. Et il faut quand même dire que Anatole Koné-Makosso était assez courageux, à la limite même politiquement, de prendre un tel engagement et d'assumer tout ce qu'il a dit dans cette interview. Ça présente ce que doit être le Congo. Ce qu'il dit, c'est ce que réclame tout le monde. Vous avez suivi les patronats qui réclament beaucoup plus d'espace dans ce pays, beaucoup plus de liberté d'entreprendre. Les jeunes réclament tous les jours ou presque cette même liberté d'entreprendre. Ce qu'il dit, c'est un constat que tout le monde fait. Je vous prends un exemple pour dire que ce qu'il a dit, il ne l'invente pas. Quand on a annoncé l'année de la jeunesse, le gouvernement dit clairement qu'il ne peut pourvoir qu'à 10 000 emplois et les 90 000 emplois sur les 100 000, c'est le secteur privé. Aujourd'hui, malheureusement, si les chiffres sont vrais, c'est au Congo, le gouvernement embauche jusqu'à 70%. La fonction publique. C'est le principal employeur. Voilà, l'État. Ça ne peut jamais fonctionner de cette manière et nous ne réussirons jamais. Il faut avoir le courage de le dire clairement qu'il faut finalement aller, le gouvernement, donc l'État doit se désengager progressivement et laisser la place au secteur privé et, comme il a dit, aux initiatives individuelles. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que c'est possible? Ben oui, ça doit s'imposer à nous. Ça doit s'imposer à nous. Sinon, à un moment donné, on a lancé dans ce pays la gratuité des passeports, on connaît les conséquences. L'État n'a pas pu supporter. Et même jusqu'à aujourd'hui, la gratuité de l'école pose problème. Vous avez suivi le débat en RDC, on supprime ou on supprime pas. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour financer l'école? Même la césarienne, gratuité, mais c'est toujours un souci.
aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas assez de moyens pour financer. Nous avons reçu sur ce plateau deux acteurs du secteur de la santé, l'un du CHU et l'autre du secteur privé. Le débat, c'était quoi? Celui qui est dans le secteur privé fait développer mieux sa clinique que le CHU. On imagine que si le CHU était géré par un privé, peut-être qu'on aurait eu mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Simplement pourquoi? Parce que l'État ne peut pas tout faire à un moment donné. Dans le monde entier, la Chine, Joachim Banza le disait tout à l'heure, il a fallu un moment libéraliser. Ils ont fait former les gens à l'extérieur. Allemagne. Ils ont demandé à beaucoup de TikTok, c'est le secteur privé. Vous avez beaucoup de hommes d'affaires chinois qui aujourd'hui font la fierté de ce pays. Partout c'est comme ça. Donc on ne peut pas continuer, l'État ne peut pas continuer à être ultra présent, continuer à ultra contrôler tout le secteur. On va aller droit. Donc Anatole Komakosu, je pense que quand il arrive, d'ailleurs, il annonce la restauration de l'autorité extérieure. Donc, tout passe par les réformes. Tout passe par les réformes. Je crois que dans la mise en œuvre de ces 12 batailles, il s'est rendu compte que le vrai problème, ce sont les réformes. Le vrai problème, c'est aussi parce qu'on a tout renforcé, concentré autour de l'État congolais. Maintenant, est-ce que ça marche? Arsène Sévérel a dit, les problèmes sont là. Je crois que il s'est pas dédouané, il n'a pas, comment on dit ça, méconnu tout ce qui existe. Le climat des affaires pose un vrai problème aujourd'hui. C'est d'abord ça. Parce que vous me direz, bon, il faut entreprendre. Je suis d'accord, il faut entreprendre. Mais le climat des affaires, la lutte contre la corruption, la lourdeur bureaucratique ou administrative, ce sont toutes ces pesanteurs-là aujourd'hui qui peuvent empêcher que ce que lui veut faire ou ce que peut se faire dans ce pays se retarde un peu. Mais sinon, il a tracé ce que l'on doit faire demain, ce que doit être le Congo pour réussir tous les projets, parce que on est quand même parti à plus de 40 ans aujourd'hui, chemin d'avenir, nouvelle expérience. On se rend compte que rien ne marche. On confie des missions aux uns aux autres, aux dirigeants. Ça ne marche pas. Les ministres se défilent, ils défilent au gouvernement, les ministres défilent au gouvernement, mais rien ne change. À un moment donné, il faut se poser la question, mais pourquoi ça ne marche pas? La gare dont on parle, mise en place, mais rien ne marche. Mais simplement parce que on n'a pas encore totalement préparer le terrain pour permettre au secteur privé de se développer. Et puis peut-être, juste pour ajouter quelque chose, le Premier ministre, évidemment, dans son interview, reconnaît que on peut pas régler tous les problèmes. Et il fait référence aux pays développés, aux pays d'Europe. Il dit, bon, voilà, si là-bas, ils ont les problèmes, c'est pour ça que ça doit travailler tous les jours. Dans notre pays, tout est priorité. Donc, quand le Premier ministre vient avec ces 12 batailles, mais il est obligé d'écrire les 12 batailles. Quand on voit les projets de société, on prend le numérique, on prend les routes, on prend tout, on met dans un projet de société. Mais on sait que ça ne marchera pas. Oui. On sait que ça ne marchera pas. Il faut au moins 2 thématiques. On dit, pour les 5 ans à venir, on est sur l'eau et l'électricité. On va s'en sortir, mais quand on bourre tout, on fait un beau pain pour un projet de société, à la limite, c'est une arnaque. Surtout sans Mais aujourd'hui, le Premier ministre, c'est un homme d'expérience. Oui. Il a essayé pendant 4 ans. Lui, il peut parler parce que pendant 4 ans, il est resté là. Il sait que si on peut réduire les problématiques, les problèmes, si on peut les réduire à 3-4 problématiques pour 5 ans, ben, on s'en sortira. Mais pour compléter rapidement, Gabriel, rapidement, vous regardez les projets de société comme il en parle. Un projet de société qui n'associe pas les hommes d'affaires, qui n'associe pas le secteur privé, ne réussira pas. Parce que vous allez vous rendre compte, la plupart des projets. Et même la société civile. Voilà, ne sont pas chiffrés parce qu'on ne sait pas quelle est la part que peut apporter les hommes d'affaires ou le secteur privé. L'apport de chaque citoyen dans la mise en œuvre de ces projets. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, tout à l'heure, je prenais quelques exemples pour vous montrer que finalement, si on s'appuie pas sur le secteur privé, rien ne marchera. Parce que simplement, on a mis de côté ce secteur privé, mais qui tend la main depuis longtemps au gouvernement. Donc, le diagnostic est très bien fait. Je prends un exemple banal pour terminer. Dans ce pays-là, quand on paye pas jusqu'au 25, jusqu'au 30, j'aime prendre les exemples, là, tout le monde a... Tout s'arrête, tout le pays s'arrête. Tout le monde arrête.
C'est quand on a payé les fonctionnaires dans ce pays que finalement on se rend compte, bon, même ceux qui ne sont pas fonctionnaires respirent. Les boîtes de nuit commencent à fonctionner. Moi, j'entends souvent, non, je veux pas ouvrir mes marchandises, mettons, j'attends qu'on paye. Ça veut dire que tout est concentré autour de la fonction publique et c'est le trésor public. Or, si nous étions dans un État où il y a des hommes d'affaires riches, indépendants comme on voit ailleurs, on ne peut pas dépendre des fonctionnaires pour que l'économie vive. Voilà ce qu'il faut comprendre. Mais qui bloque pour que l'entrepreneuriat ne puisse pas émerger? C'est l'État. Voilà. À qui la faute? Je vous ai entendu. C'est l'État. Ah oui. À qui la faute? Mais c'est l'État. Qui représente l'État? Mais c'est l'État. C'est le gouvernement. Voilà. Oui. Donc le discours du Premier ministre ne peut pas tenir. Parce que ça fait combien d'années qu'on entend la même chose? Est-ce qu'on peut gérer un État à partir des adages ou à partir des slogans? Mais un État ne se gère pas comme ça, cher ami. Je vous ai vu. Je voulais revenir sur ce que mon ami et frère Joachim a dit. Non. Puisque nous devons lire l'interview entre les lignes, je prends une belle phrase. La partie où le Premier ministre s'est plutôt satisfait. C'est pourquoi je dis cela. Ah oui. S'il y avait modestie, il n'allait pas dire ça. Écoutez, il dit, pourtant, à l'époque, rares étaient ceux au Congo, même prêts à parier sur, merde, c'est parti, sur un tel, c'est parti. Je crois que tu vas Et il dit, bon, vous l'avez. Et après, il dit, c'est toute ma satisfaction. Parce que, pour lui, tout est fait. Or, quand on y va dedans, on se rend compte qu'il n'y a pas d'impact. Monsieur, vous avez la partie, je crois que vous pouvez lire. Bon, oui, là, il faut quoi? Mais ces discours-là, on les a déjà entendus. Le débat là, il ne devrait pas le lancer dans une interview. C'est un débat qu'il devait lancer dans le sillage politique. Parce que le parti, le rôle du parti, c'est quoi? C'est le parti qui fixe l'orientation gouvernementale. Le parti, parce que c'est le parti qui est aux affaires, n'est-ce pas? C'est le PCT qui gère le pays. Et les membres du gouvernement devraient appartenir au PCT et comprendre la vision du PCT. Non, Victor. Attends, on va dire les choses comme si on n'était pas des Congolais. Le PCT ne peut pas fixer la politique du gouvernement. Vous savez bien. Vous savez très bien. Dans un pays sérieux, le candidat, dans un pays sérieux, le candidat, regardez. Écoutez, ça se fait pas. Le président de la République, c'est le candidat de quel parti? Et il met en place, c'est pas ça. En principe, il ne devait pas mettre en place sa propre vision, c'est la vision de son parti. Et c'est comme ça que, comme je ne sais pas de la Chine, mais c'est comme ça que la Chine s'est développée. Tous ceux qui sont à la tête de mettre en pratique la politique du Parti communiste chinois. Et la politique du PCT. Mais voilà. Mais voilà. Mais c'est ce que je dis, le débat là, pour qu'il ait les mains libres, il faut que tous les membres du parti comprennent que nous devons développer le pays en faisant ceci. Cela, tout le monde est d'accord. Oui. Or, dès lors que ce débat-là est lancé, vous allez voir que le parti ne s'en saisit pas. Si c'est vraiment une vision, parce que de toutes les façons, un grand homme d'État, c'est un visionnaire. Il faut la vision. C'est la vision qui précède l'action. Donc, s'il a une vision, si c'est ça la vision que lui a, mais il ne devrait pas s'arrêter dans les interviews. C'est le débat qu'il faut engager dans le parti pour que tout le monde soit d'accord que pour développer le pays, il faut ça, il faut ces prémices-là, il faut assainir, il faut aller restaurer l'autorité de l'État. Pourquoi il a échoué? Il a lancé là. Mais pourquoi ça échoue? Parce qu'il y a des présenteurs. Mais lesquels le pèsent? Mais lesquels font ça? C'est ce que je veux dire. Donc, moi, je voudrais qu'on se comprenne très bien. Ce discours-là, c'est la première fois que vous l'avez suivi? Non, mais voilà. Tout à l'heure. Quand on parle du climat des affaires, vous savez que il y a ceux qui ont géré pensent qu'ils avaient déjà tout assez libre. Que toute la réglementation est là. Il n'y a pas une loi qui manque là pour assainir les affaires au Congo. Il n'y a pas de loi qui manque. Il n'y a pas de loi qui manque pour lutter contre la corruption. Il n'y a pas de loi contre la corruption. Oui. Vous voyez, c'est pourquoi ça ne s'enclenche pas? C'est ça que je voudrais dire. Le Premier ministre, oui, en le disant. Et les chefs du gouvernement, il n'est pas chef d'un système politique. Tout à l'heure, vous parliez du parti. Voilà. Le parti n'a pas de programme politique. Est-ce que ça devait être la vision d'un seul individu? Qui venant de Victoire ne s'éloigne pas de ce que constate Colline va Je suis d'accord avec vous. Il épouse notamment ce que Anatole. Il épouse notamment ce que avec lui. Mais je pense que c'est trop de discours dehors,
ce discours-là devait être tenu au sein du parti. Mais vous savez que on engage les débats là, nous forme pour qu'on mette en pratique. Cette question des terres avec Laurent, vous avez vu qu'il y avait vraiment une véritable dissension entre le gouvernement et les partis. Et voilà, mais c'est comme ça que se développent les pays. On ne peut pas avoir les membres du parti, qui sont il y aura un débat. Attends, dans une affaire comme celle-ci, dans une responsabilité comme celle-là de développer le pays, est-ce que le parti devait être muet? Non. Quand il y a les dérives. Mais pourquoi le parti est muet? Pourquoi le Parlement, qui est majoritairement acquis est le parti, pourquoi ils sont muets? Le Premier ministre est membre du d'abord là. Parce que ce parti-là, le parti-là, c'était un parti de débat et le débat était interne d'abord, avant de sortir. Il faut revenir aux fondamentaux du parti. Si le débat s'engage là, je crois que tout le monde serait d'accord qu'il faut aller en lutte contre la corruption aussi là. Parce que la plupart de ceux qui sont là dans la corruption, c'est les membres du parti. N'est-ce pas? Il va tirer son épingle de téléphone. Là-dedans, il veut tirer son épingle de téléphone. Nous allons écouter Joachim Baza. Est-ce que vous partagez l'avis de Guy Benoît? Disons que je suis tout à fait, voilà, je comprends tout à fait Guy Benoît de Victor. Et on retrouve à travers son propos, évidemment, il le prend à chaud, une bonne partie de l'opinion qui réagit comme ça là, et c'est tout à fait normal. Vraiment, on entend à travers lui, on entend le peuple de la rue, la rue qui parle. Voilà. C'est très bien. Mais maintenant, quand même, ici... Le peuple responsable. Le peuple responsable. Mais quand je dis de la rue, c'est-à-dire que le peuple qui se manifeste. C'est ça le vrai cri du peuple. Voilà. Mais, quand même, on est ici pour comprendre les choses, parce que la confusion n'aide pas à avancer. Il nous faut avancer. Guy Benoît de Victor parle beaucoup du parti, mais quand même, remettant quelques éclairages. Le président Denis Sassou Nguesso a toujours été candidat indépendant avec comme symbole l'éléphant. Donc, bien sûr, son parti l'adopte comme son candidat. Donc, le parti, dans cette situation-là... Parenthèse, il est toujours président du comité central du parti du travail. Je suis pas là-bas. Toujours là, c'est le candidat. Je ne suis pas là-bas. Je veux seulement dire ceci. Je suis pas là-bas. Je veux seulement dire ceci, que dans ces conditions-là, le parti n'est pas l'instance qui peut fixer la politique gouvernementale. Parce que le président Denis Sassou Nguesso rassemble plus large que son propre parti autour de lui. Et donc, c'est tout ce monde-là qui l'écoute et de qui il tire la substance de son projet de société. Et le Premier ministre, je comprends tout à fait ce que vous dites, le Premier ministre arrive dans un contexte. Et le Premier ministre, nous le savons, constitutionnellement, il a le devoir, la mission de traduire dans les faits le projet de société du président de la République, en le convertissant en programme d'action. Et c'est ce qu'il a fait. Le programme d'action, c'est le programme décliné à travers les 12 batailles. Voilà. Vous avez cité, tu as cité un paragraphe où il dit il se satisfait. Non, il faut replacer le paragraphe dans son contexte. Le Premier ministre parle au fait du fait que quand il est arrivé, vu l'état économique du pays, un pays en était à près de 110% de son PIB, on lui donnait pas la chance de rester jusqu'aujourd'hui. De réussir à rester jusque là, essayer de relancer l'économie, de restaurer l'autorité de l'État, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui le satisfait. C'est-à-dire que, quand même, ça, il faut reconnaître, en termes de stabilité, quand même, malgré le poids de nos problèmes, les problèmes sociaux, nous en avons, les compatriotes qui parfois passent 3, 4, 5, 6 mois sans salaire, agents de l'État, mais ils passent parce que c'est les démembrements de l'État, par exemple les conseils départementaux. Mais malgré ça, on a maintenu quand même la stabilité institutionnelle du pays. Ça vraiment quand même, là on peut dire que
c'est un défi, c'est une bataille qui a été gagnée. Maintenant, cette satisfaction ne veut pas dire que c'est fini, les Congolais aussi sont contents, mais puisqu'il reconnaît que on n'a pas réussi à tout faire. Il le reconnaît. Hein, il y a des, mais il se donne la note d'ailleurs. Voilà, il se donne même la note 10 sur 20. C'est la moyenne. Le 10 sur 20, c'est la moyenne. Quand on est en classe, on ne vise pas 10 sur 20. On vise d'avoir 15, 17. C'est dans le contexte de la construction des infrastructures italiennes. Voilà. La note là vient. Maintenant, l'autre aspect important de l'intervention de Guy Benoît de Victor, c'est là où il dit, mais c'est toujours les discours, les mêmes discours, ça ne change pas. Guy Benoît de Victor, je vous ai donné l'exemple de Deng Xiaoping, qui est le père de l'éveil économique de la Chine. Il est mort presque, enfin, malheureux, passez-moi l'expression, mais pas autant, voilà, non, mais parce qu'il a été combattu. Il a été combattu. Son vis-à-vis, son adversaire, c'était Li Peng. Li Peng, c'est lui qui a été élu après. Donc, il a été combattu à cause de cette vision. Mais si aujourd'hui nous allons en Chine, c'est grâce à la vision de cet homme. On va dire, oui, Mao a fait la Chine, a rassemblé la Chine, a fait la Chine communiste. La Chine est devenue une nation, un pays. Mais au-delà de tout, hein. Mais on va dire, Deng Xiaoping a développé économiquement. Voilà, le petit a développé la Chine. Et donc, pardon, pour terminer, le rôle dans cette interview, oui, le rôle, simplement que le Premier ministre s'est donné, c'est de dire, je suggère une idée. Voilà une idée. Et je crois pas qu'il faut aller l'enfermer au niveau du parti, non. Il faut donner ce débat aux Congolais. Il faut libéraliser. Voilà. Il faut libéraliser, il faut mettre l'investisseur au cœur du développement. C'est toute une politique. Parce que justement, les exemples que vous avez donnés, non, on n'est pas contradictoire, c'est pour tout appuyer. C'est simplement pour dire que, oui, on peut le critiquer pour le fait que c'est lui qui a l'action. Pourquoi il l'a pas fait? J'ai simplement expliqué que, mais il arrive dans un contexte. Il arrive dans un contexte. Maintenant, comme Arsène l'a dit, peut-être que il se dit, bon, j'ai plus beaucoup de temps. Il laisse une contribution. Une contribution. On lui laisse pas le temps de travailler, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Oh non, il laisse une contribution. Nous allons évoluer. Oui, on évolue avec ça, en fait. Voilà. Il faut comprendre que Guy Benoît n'est pas en contradiction avec le Premier ministre. Ce que lui déplore, je prends un cas simple. Quand un citoyen me l'a dit, il dit, il veut que les citoyens soient au cœur de l'action, alors que l'acte de naissance coûte 5 000. Oui, mais c'est parce que l'acte de naissance coûte 5 000 il faut libéraliser. Voilà. C'est parce qu'aujourd'hui le transport coûte très cher qu'il faut libéraliser. Imaginez que dans le secteur électrique, nous ayons dans ce pays à peu près 5 à 10 entreprises privées. Peut-être que le coût de l'électricité baisserait. C'est pas le même, c'est le mot de deux ou trois. Voilà. Aujourd'hui, la vision, ce que dit Guy Benoît de Victor, c'est parce qu'on a fait ce constat qu'il faut mettre le citoyen au cœur de l'action. Parce qu'on a constaté réellement, il part du PCT, quand le président est élu, il est au-dessus de la mêlée. Il n'appartient plus à un seul parti politique. C'est comme son gouvernement n'appartient pas au parti qu'on travaille après l'élection. Ça veut dire quoi? Le Premier ministre va au-delà d'un simple parti politique. Est-ce que le débat devrait commencer au sein du parti? Moi, je dis non. Comment? Il pose un problème parce qu'il a aux commandes d'un gouvernement. C'est un problème qui concerne tous les citoyens. Il pose un problème parce qu'il faut qu'il implique les hommes d'affaires, les investisseurs qui viennent d'ailleurs. Il faut qu'il implique tous les citoyens, mais c'est au-delà d'un simple parti politique. Donc, on peut pas réduire cette pensée à un parti politique pour dire que le PCT doit donner le là ou le top. Jusque-là, Guy Benoît n'est pas satisfait. Jusque-là, Guy Benoît n'est pas satisfait. Ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà. C'est le gouvernement du PCT. Mais voilà. C'est le gouvernement du PCT. Mais ça ne marche pas. Dans un état normal, le gouvernement qui est là, le parti congolais, tu l'avais, qui est au pouvoir. C'est ça. C'est ça la normalité. C'est son gouvernement. Mais c'est ça la normalité. Le débat qu'il fait. Nous ne pouvons pas lui donner des armes. La population doit lui donner des armes pour les réformes. Les réformes sont impulsées par le gouvernement. Mais c'est la vision du parti, mon Dieu. Mais il faut pas s'embrouiller. Mais c'est la vision du parti. Même si chez nous, on fait du fourre-tout.
Même si chez nous, on fait autre chose. Mais chaque on fois donne que l'impression que le président de la République, il n'est pas le président. Chaque fois que vous dites ça, Ah ben oui. je vous dis non, mais revenez à terre, vous savez comment ça fonctionne. Mais oui, le mais- gouvernement fait son, C'est fait ce qui est mauvais. politique. Ça ne devait pas fonctionner comme ça. Non, Ça ne voilà. devait pas fonctionner Non, comme mais ça. tribunal Parce d'accord. qu'en ce moment-là, D'accord. mais c'est le peuple qui souffre. Non, mais vous savez que dans un parti, on peut ne pas s'accorder sur la Il faut d'abord qu'il y ait débat. Il faut d'abord qu'il y ait débat. Voilà. Mais Donc c'est le débat qui manque au sein du parti congolais. est-ce qu'on doit réduire la vision que nous propose le gouvernement ou le Premier ministre, qui est partagée même par les hommes d'affaires? Le président n'a pas de vision, c'est la vision du président, mon Dieu. Il n'a pas de vision. Il y a un des ministres et les ministres d'État, nous n'avons pas de vision. C'est la vision du pourquoi le président et le candidat, il parle. mais tout à l'heure, La mouvance présidentielle, c'est je suis d'accord. Mais voilà. Mais voilà. Mais pourquoi tout à l'heure on a parlé de courage d'Anatole? Pourquoi on en a parlé? Parce que tout le monde a fait ce constat, mais peu en parle publiquement. Est-ce qu'il suffit de parler ou bien d'affaire? Non, mais Mais tant l'action. est-ce qu'on a jamais suivi ça? Si, bien sûr. Non, ce que je propose, si j'étais en face du Premier ministre, je lui proposerais cela. Parce que ces réformes-là, c'est des réformes courageuses qu'il faut faire. Mais il ne peut pas les engager seul. S'il lance le débat là comme ça, le débat là va prospérer où? Ça va prospérer où? Non, ça va pour le corps. les réformes sont engagées, puisque tout à l'heure vous avez dit même que les lois Mais existent. c'est ça le problème. Oui. Mais il ne peut pas les engager seul. C'est avec l'accord de ses soutiens, les soutiens politiques. Parce que ce sont des réformes politiques pour gérer un État. C'est de ce qu'il s'agit. Ils sont en même temps dans le gouvernement. Alors, c'est de ça qu'ils font tout cela pour la plupart les membres du parti. Et ça, le mouvement, nombreux sont rentrés au PCT. C'est le PCT qui est au pouvoir. Tant que le PCT ne se met pas d'accord sur la politique à mener, je vous dis qu'on tournera en rang et le Premier ministre après lui, s'il y a quelqu'un Mais On peut voir les choses de façon positive. de quelle manière? C'est-à-dire que le Premier ministre qui lance un débat, enfin, qui ouvre un chantier, parce que il lui pense qu'il a fini sa mission. Et là, il fait pas le bilan. Il se réserve, il dit c'est au président de faire le débat et de nous juger. Mais puisque vous me posez la question, par respect pour la presse, voici, je vous donne quelques éléments quand même. Mais on peut positiver. Là, il ouvre un chantier, une question, un débat. On peut scruter sur la question pour que, plutôt que de dire, mais ça fait 5 ans qu'il est là, pourquoi il ne l'a pas fait? Quand il est arrivé, tout à l'heure, on a dit qu'il fallait faire les réformes. Mais Arsène, Les gens sont réfractaires, il en parle d'ailleurs. les gens sont réfractaires. Non, il en parle. C'est mieux alors, Mais voilà. c'est mieux alors d'ouvrir le chantier au niveau populaire à l'Assemblée nationale. Ils ont toujours écrasé dans les médias. Dans les médias. Mais voilà. Et puis dans les médias. La pédagogie. Nous allons donner la parole à chacun. Ce que nous faisons là, c'est cela. Oui. Nous en faisons pour que le parti aussi s'en saisisse, le Parlement aussi s'en saisisse, et pour qu'il y ait les vraies réformes et le On vrai peut lui reprocher en disant qu'il aurait pu dire ça plus tôt, mais c'est peut-être parce qu'il tire les leçons. Il tire les leçons de la fin de son mandat, de son travail. Il dit, mais si on emprunte telle piste, peut-être qu'on avancerait. Arsène Sévérin, je reste avec vous. Quel avantage ou risque ce changement de paradigme peut-il engendrer pour l'économie et la société? Donc, je pense qu'on en gagnerait. D'abord, hein, on en gagnerait si aujourd'hui on implique tout le monde. Alors, véritablement impliquer tout le monde. On prend le cas de l'agriculture parce que j'ai vu le Premier ministre pense que l'agriculture aujourd'hui influence positivement le PIB. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a le projet zone agricole protégée. zone agricole protégée. Exact. Mais c'est pas suffisant justement. C'est des petits jardins comme j'ai l'habitude de. Mais après on voit la production. On voit quand même la production. Si on peut élargir ce programme, qu'il devienne véritablement un programme public, parce que nous, les parents, dans tous les départements du Congo, on pratique l'agriculture. Il faut professionnaliser en associant les secteurs privés. Oui. C'est fini avec la houe, c'est fini avec le dabat, c'est fini avec la machette. On donne du matériel agricole moderne. Je crois qu'à ce niveau-là, parlant de l'agriculture mécanisée. c'est ça l'entrepreneuriat agricole. Mais c'est pas en donnant, un tracteur pour tous les agriculteurs dans le pool, 2 tracteurs pour tous les agriculteurs dans la Bouenza. Ça ne marche pas. Il faut véritablement que l'État intervienne et donner la possibilité aux opérateurs privés et individuels que les gens se jettent à l'agriculture. On achèterait les maniocs ici à 100 francs, à 50 francs. Les gros maniocs à 50 francs, c'est possible dans ce pays. La pastèque, on la prendra à 100 francs, à 250.
plutôt que tout ce qui se produit, après on ne voit pas l'impact. On a beau chanter, on sort l'école agricole, le sac de foufou est resté au niveau où il est resté. Malheureusement. Est-ce qu'il faut ouvrir? On y gagnerait, il n'y a pas de risque. Le peu d'argent que l'État peut disposer aujourd'hui, si on peut réinsérer dans ce genre de politique publique pour intéresser le citoyen et l'investisseur au cœur du gouvernement, ça a été dit par le Premier ministre. Est-ce que l'accompagnement pose problème? Énormément. Oui, évidemment, il y a des problèmes, mais je voudrais revenir à la question que vous avez posée à Arsène Severin. Qu'est-ce que cette proposition d'idée peut apporter au pays? Le Congo est un pays béni. En termes de ressources naturelles, nous ne sommes pas tristes. Vous voyez, nous sommes un pays béni. En termes de ressources humaines, on a des ressources de qualité. On a une diaspora, des diasporas dynamiques qu'on peut associer, vraiment intégrer dans le développement du pays. On a un pays stable. On n'est pas sous le coup des menaces d'implosion comme on peut le constater parfois dans d'autres pays africains. Bon, mais maintenant, pourquoi nous n'avançons pas sur le chemin du développement? Moi, la réponse, et c'est cela justement, je rejoins le Premier ministre, c'est la mentalité. C'est la mentalité, madame. Si nous ne changeons pas de mentalité, quels que soient les avantages qu'on a, on va pas avancer. Et voilà une proposition tout à fait claire, nette. On dit, bon, si on peut changer. Parce que, madame, je vais vous dire, vous savez, j'étais jeune journaliste quand on remarquait que, par exemple, le président d'un pays développé qui va en visite officielle, enfin en visite dans un autre pays, dans sa délégation, il prend des hommes d'affaires dans sa délégation. Absolument. Bon. Nous, est-ce que nous avons cette habitude-là de prendre chez nous, même le président des chambres de commerce, dans la délégation de Cheikh Boudi, moi je vais dans tel pays, là-bas, le Congo par exemple, produit la canne à sucre et tout, on peut exporter là-bas, bon, vous qui êtes de là, allons-y. Allez-y négocier les marchés. Mais on n'a pas cette mentalité-là. On n'a pas cette mentalité. C'est là, justement, où les changements de mentalité doivent s'opérer. On a fait le FIGA. On a fait le FIGA une idée vraiment géniale pour la jeunesse. Mais vous voyez aujourd'hui l'image que... Allez-y comparer le même fonds en Côte d'Ivoire. Parce qu'on fait souvent des débats, on est là, comparez seulement le même fonds. Vous voyez seulement même le site internet du fonds de garantie en Côte d'Ivoire et le fonds de garantie auprès des entreprises au Congo. Vous allez voir, madame, c'est peut-être même le jour et la nuit. Donc, c'est les mentalités. Et le Premier ministre, à propos de la corruption, ou disons la lutte contre les antivaleurs, c'est un point important, parce que sur ce domaine-là aussi, il est beaucoup critiqué. Alors, il dit, c'est sûr que mes compatriotes s'attendaient de voir un père fouettard, en matière de deck et tout. Mais lui, il a mené une autre pédagogie. Il dit non, il faut plutôt d'abord sensibiliser au maximum les compatriotes avant de passer vraiment à la sanction. Mais il reconnaît que, effectivement, il faut lutter contre les anti-valeurs. Parce que si on ne lutte pas contre les anti-valeurs, notre chemin du développement est compromis. Il est tout à fait d'accord. Donc je crois que c'est un problème de démarche et cette mentalité et cette proposition, si, comme dit Guy Benoît de Victor, effectivement, c'est là où je le rejoins, tu vois. Donc on n'est pas tout à fait en contradiction. Si le débat prend dans l'opinion, je crois qu'on permettrait au pays... Cette changement. C'est peut-être ça, là où je crois que le vrai souci du Premier ministre, parce que je crois qu'il est buté à ça, on est réfractaires tous au changement, aux réformes. Vous avez constaté la guerre sur la Sénélec, la SNE. Alors finalement, on aurait peut-être vu aujourd'hui une nouvelle société qui serait aux commandes d'une manière de la distribution et peut-être de la production d'électricité. Mais on a constaté, les gens se sont opposés. Et tout le temps, quand il y a des réformes dans ce pays, vous allez voir, les réactions sont presque les mêmes parce que nous sommes habitués à vivre
dans une sorte de facilité. Nous sommes habitués à vivre avec un État il faut même du populisme. Les hommes politiques ont pris des décisions dans ce pays pour plaire et non pour résoudre les problèmes. Je prenais l'exemple du passeport tout à l'heure. Quand on avait décidé de la gratuité du passeport, mais l'État n'avait pas songé où prendre l'argent pour le financer. On s'est rendu compte finalement, c'était une décision populiste. Et nous avons habitué la population à ça. On fera ceci pour vous. On va vous tout donner. Alors que l'État ne peut pas tout faire. Donc aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout le changement de mentalité. Mais là où ça devait commencer, là où je pense que le Premier ministre devait être beaucoup plus courageux, oui, il faut un père fouettard dans les conditions actuelles. Lesquels s'enrichissent dans ce pays, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont responsabilisés, qui connaissent la loi, qui élaborent les lois, qui les votent à l'Assemblée. Ce sont les mêmes qui s'enrichissent tous les jours. Donc, il faut commencer par fouetter ces personnes pour que ceux qui sont au bas de l'échelle changent la mentalité. Parce qu'à chaque fois quand quelqu'un est nommé au poste de responsabilité, on pense à quoi? On songe à quoi? À s'enrichir. Comment moi qui sors de nulle part de mon village, nommé ministre, au bout d'un an, 2 ans, je deviens riche. Et tout le monde me voit riche. Personne me demande où est-ce que j'ai trouvé cet argent. Oui, il faut un père fouettard dans les conditions actuelles parce que vous allez, oui, la pédagogie, oui, mais est-ce que vous allez vraiment éduquer les gens qui ne vous font plus confiance, qui sont désabusés, qui sont trompés par les mêmes dirigeants? Qui va accepter? Parce que si vous voulez, pourquoi vous ne voulez pas que le peuple la vole? C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Donc, la pédagogie, c'est aussi, comme on dit, le bâton et la carotte. Il faut taper sur les gens qui volent tous les jours. Donc, si on ne donne pas les exemples là, si on arrête un DG aujourd'hui à 13h et à 14h on le libère alors qu'on a dit détournement d'argent, comment voulez-vous éduquer la société? Comment voulez-vous éduquer la société? Et là, Fortuna, je vous rejoins, justement, le changement de mentalité. Il faut bien que le changement de mentalité commence par la tête. Très souvent, on parle de la réduction des traits de vie de l'État, par exemple. Il faut bien que les gens serrent la vis. Nous sommes dans la crise. Mais après, vous avez les autorités qui brillent par le populisme, l'extravagance des moyens et tout. Vous voyez comment ils construisent en face des pauvres, à côté des pauvres. Il faut que le changement de mentalité, vous avez parlé par exemple, il faut que ça commence par la tête. Et ça, que ça soit dans le gouvernement, dans les institutions, au sein des partis politiques. Les gens doivent avoir l'esprit du sacrifice. Le peuple suivra. Le peuple suivra. Vous êtes d'avis avec Arsène Séverin? Non, la mentalité, ça doit commencer. Qui doit changer la mentalité? Mais le peuple a besoin des leaders. Oui. Un leader modèle, comme un alpiniste meneur. Il se met à la tête. Et les autres suivent. On ne peut pas donner le changement de mentalité. La lutte contre les anti-valeurs sans donner l'exemple. Oui. Mais comment le Premier ministre peut se permettre de dire qu'on n'a pas besoin de père fouettard? Mais attends, la loi est due. Mais c'est quoi? C'est la loi. Il faut l'appliquer. Mais le pays est fait de lois. Pourquoi? Parce que c'est les lois qui réglementent, qui régulent la vie en société. C'est la loi qui régule la loi, la vie. Mais elle est faite pour ça, la loi. Elle est faite pour ça. Et pour tout le monde. Mais c'est pour tout le monde. Mais alors, c'est l'égalité. D'ailleurs, la social-démocratie prend l'égalité. Et la justice sociale. C'est ça, la vision, la doctrine dont on parle. Donc, en ce moment-là, il faut avoir des hommes politiques courageux. Si on n'est pas courageux, on ne fera jamais. Tous les jours, on s'affaiblit. Le président annonce, on ne passe jamais à l'acte. Et le Premier ministre, ce qu'il dit là, le président l'avait dit. Et le président l'avait dit. Mais pourquoi on passe pas à l'acte? Bon, on veut plaire à qui? On veut plaire à qui? Mais tout le monde sait que les mentalités sont bousillées. C'est que le Congolais ne respecte plus même sa propre culture et coutume. Le Congolais ne respecte plus rien. La preuve, même au niveau de l'État, la loi dit, par exemple, en termes de mariage, vous savez, la loi, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que l'autorité permet de faire? Même les autorités, eux-mêmes, ne passent la loi. La dot, c'est à 50 000 francs. Mais qu'est-ce qu'on entend? C'est pas les millions. Mais quand on ne commence pas par la tête, on ne pourrait pas atteindre il faut que ça commence par la tête. Mais oui, mais ça. Or, on donne l'impression que l'enfer, c'est les autres. Mais l'enfer, c'est pas les autres. On ne veut plus les hommes d'affaires politiques qui s'enrichissent avec de l'argent politique, mais des gens qui travaillent à la tête des sociétés, des managers de sociétés comme Téléca. Pour être novateur, il faut qu'il soit courageux. Il faut qu'il soit courageux.
Il faut qu'il soit courageux. Il faut qu'il sache que la politique, c'est l'œuvre des courageux. La politique, c'est l'œuvre des courageux. Mais il a posé le débat. Après, c'est pas lui à poser le débat. Oui. Et il faudrait que les gens politiques aussi s'en saisissent. Mais c'est eux qui peuvent donner l'exemple. Mais il y a tout de voleurs qu'on a laissés. Mais il y a tout d'interventionnistes. N'est-ce pas? Mais il y a tout de gâchis. Mais c'est lui qui a dit on restaure l'autorité de l'État. Mais l'autorité n'est pas restaurée. Mais qui nous dit la difficulté, c'est où? C'est de là que le peuple attend. S'il disait que moi j'ai essayé, mais je suis buté là, en ce moment-là, on va lui suivre l'homme qui a. Non, mais non, Guy Benoît, il n'est pas, non, Gabriel, il en parle, il parle même de là où il est buté, là où il y a la difficulté. Quand il parle des gens qui sont réfractaires, la difficulté, c'est qu'on ne veut pas du changement dans ce pays. Il parle des décisions populistes. Il a dit, soyons courageux de dire la vérité. Nous avons pris des décisions pour plaire, mais pas pour résoudre des problèmes. Donc, il épingle là les vrais nœuds qui bloquent le réel développement. Même quand on veut aller vers donner la place à l'homme, au secteur privé, il y a toujours des gens qui bloquent absolument cette migration, cette ouverture vers le secteur privé et les initiatives individuelles. Il en parle. Le problème aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que ce que le Premier ministre pose comme problème est très basique. C'est-à-dire que c'est même ça le fondement du développement d'un État dans le contexte actuel. Maintenant, il y a une différence à faire entre son bilan qu'il n'a pas voulu défendre puisque lui porte la vision il met en œuvre la vision de quelqu'un. Là, on parle pas de son bilan. Peut-être le moment viendra, mais il dit par rapport à tout ce qu'il a constaté jusqu'ici pour y arriver réellement. Même pour matérialiser les 12 batailles, il nous faut aller vers la responsabilisation, sinon s'ouvrir au secteur privé. On a entendu les patronats, j'en parlais tout à l'heure, se plaindre qu'ils ne sont jamais associés dans l'élaboration des budgets. Même quand l'État prend les taxes chaque année, les hommes d'affaires, le secteur privé n'est pas associé. Nous les avons entendus sur nos plateaux se plaindre. Mais désormais, il faut donc écouter ce cri de cœur pour finalement associer les acteurs privés, tous les Congolais qui ont des initiatives. Ce que le gouvernement doit faire, c'est les réformes. Ce sont les réformes, c'est faire quoi? Je fertilise le sol par ici pour permettre certainement à Arsène Séverin qui veut planter du maïs, c'est pas quoi, d'avoir déjà une terre fertilisée. Voilà. Il faut que je construise les routes pour permettre à Guy Benoît le Victor qui veut transformer du manioc d'un point à un autre, d'avoir une route déjà bien construite. Il me faut avoir des aéroports pour permettre aux hommes d'affaires. C'est ce que l'État doit faire, c'est ce qu'on attend de l'État, préparer le terrain, mettre en place les réformes qu'il faut, revoir aujourd'hui la fiscalité ou encore les taxes, les impôts, pour que ce secteur privé... Nous allons évoluer un peu sur ce débat parce que... Moi, je crois qu'il faut... Il ne suffit pas seulement des intentions. Vous voyez, ça, c'est la déclaration d'intention. Moi, je pense, imaginez-vous, tous ici, peut-être toi, tu étais encore jeune, nous avons connu le monopartisme. Nous avons connu un État fort, avec les services forts, n'est-ce pas? Et à cause de ces services-là, la gabegie était arrêtée. On ne pouvait pas suivre un fonctionnaire. Il y a eu aussi beaucoup d'injustices. Mais oui, mais au moins, on savait que le Congolais de l'époque là, je crois que c'est ce qui nous caractérise. On est un peu sévère parce qu'on est passé par là. Vous voyez, on est un peu rigoureux parce qu'on est passé. On ne pouvait pas prendre le bien public comme son propre bien. C'est pas possible. Et bon, la sécurité, elle est faite pourquoi? Comment on peut justifier un fonctionnaire, qu'il soit ministre ou quoi, se mettre à vous construire 3 niveaux, 3 maisons à niveau, sans être inquiété, sans être interpellé? Bon, comment vous pouvez expliquer dans un État qui veut des résultats, on dit l'argent a été détourné, on dénonce quelqu'un, je sais pas moi, cette affaire de la mine là, dénonce quelqu'un, le peuple à l'appui, bon, c'est lui-même qu'on vit. C'est pourquoi il faut changer de priorité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Est-ce qu'on peut atteindre des objectifs comme ça? Et voilà pourquoi je dis, moi je suis pas d'accord avec ces intentions-là, parce que ça a été déjà dit. Comme l'agriculture, quand on parle de ZAP aujourd'hui là, mais c'est comme on a oublié que dans ce pays on apprenait agriculture, priorité des priorités. On apprend dans ce pays là. Nous avons les ZAP. Est-ce que vous avez déjà acheté les produits des ZAP là-dedans? Vous avez vu ça dans le marché? Ça va où?
Ça va. Ça va. Les médias passent des enquêtes. Voilà, ça va. Moi, je me suis déjà mis dedans. Guy Benoît, Voilà. Guy Benoît, dans cette même interview, Colline Makosso parle de l'État-providence et on entend que depuis plus d'un demi-siècle, il en est, il dit même, c'est même mort. Il en est même mort. Et que pensez-vous de cette affirmation? L'État-providence, avec son égalitarisme, peut-il encore voir sa place dans le Congo d'aujourd'hui, ou est-ce un modèle abandonné au profit d'un rôle plus régulateur de l'État? Très bien. Je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre quand il dit ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Pourquoi? Parce que cette phrase-là, ça fait des siècles qu'on a entendu ça. L'État-providence. L'État-providence n'est plus. L'État-providence n'est plus. Qu'est-ce qui existe maintenant? Qu'est-ce qui doit satisfaire les besoins des populations? C'est quoi? C'est pas l'État. Quel serait le rôle du gouvernement? Parce que cet État-providence, quand il dit, il est mort depuis. Mais alors, ils ont oublié leur doctrine. Ils ont oublié leur doctrine. La social-démocratie a pour rôle quoi? La satisfaction des besoins des populations. Dans ces besoins-là, il y a la maladie, il y a l'hôpital, il y a la maladie, il y a l'école, il y a le chômage, il y a tout cela. C'est l'État qui doit pourvoir. C'est le truc impulse qui trace le chemin. Et eux, social-démocrate, c'est ça, l'égalité sociale, la justice sociale. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il le dit, il donne la responsabilité de l'école à qui? L'argent de la santé à qui? Qui doit s'occuper des besoins vitaux des citoyens? C'est qui? Ça, c'est des phrases, vous voyez, ça c'est sorti, c'est depuis 1902, c'est en seconde guerre mondiale que ce terme État-providence est sorti. C'est en Angleterre, au Royaume-Uni. Oui, c'est les écossais, c'est les Royaumes qui ont parlé de l'État-providence. Mais eux, ils ont prôné ça. Ils ont prôné les travailleurs, c'était là pour satisfaire les besoins des citoyens. Mais c'est comme ça que le gouvernement, c'est le rôle du gouvernement. Nous sommes dans un état où le gouvernement encore rien fait, ne fait encore rien pour les populations. Vous dites que l'État-providence est mort. Bon, finalement. Donc, si on l'État ne fait absolument rien pour les Congolais, l'État ne fait absolument rien pour les Congolais. On est encore en mal de se soigner, là. L'éducation en crise, là. N'est-ce pas? Mais on mange pas bien, là. N'est-ce pas? On mange pas bien, on n'a pas encore de route. On n'a pas encore de route, n'est-ce pas? On n'a pas l'électricité. Les besoins vitaux des citoyens, là. Mais c'est l'État qui doit pourvoir. On ne peut pas nous dire ça comme ça, et puis on pense que c'est normal. Ce n'est pas normal. L'État là, dans nos pays là, nos jeunes États, il faut poser les bases. L'État s'engage à faire quelque chose, et il se désengage au fur et à mesure que les gens sont le train est en marche. Maintenant là, vous n'avez encore rien fait. Vous dites l'État pour donc finalement, donc on va pas gérer les étudiants. Finalement, on va pas gérer les étudiants. Bon, finalement, c'est un, peut-être que c'est un débat, non. Quand le contexte aussi, parce que chez nous, au Congo, au début des années 90, la conférence nationale, on a, 89, on a eu une grande crise dans le pays et tout. Quand on parle de l'État-providence, je pense pas que, on dit que l'État ne va plus construire les routes, l'État ne va plus construire les aéroports. Non. Mais en fait, pendant longtemps, je parlais de l'économie de la rente, l'État vous garantit la scolarité. Vous êtes à l'école, jusqu'à l'université, l'État vous donne de l'emploi. La fonction publique est saturée en ce moment-là. Oui. L'État ne peut plus rien faire. Pour prendre en charge cette personne-là, mettre à l'internat, mettre au campus, avec tous les moyens qui sont suivis, toutes les garanties qui sont suivies. Et à la fin, l'État vous donne de l'emploi. Là, c'est compliqué pour l'État. On parle d'État-providence. Donc, il faut aller à l'entrepreneuriat. Mais pour le reste des choses, l'État est présent. Et nous voulons maintenant c'est ce qu'on demande, que l'État se désengage progressivement, trouver les moyens, aider les entrepreneurs et les investisseurs afin que la société civile, plutôt le secteur privé, reprenne l'économie du pays et s'engage véritablement. Mais l'État-providence, je crois que c'est ça le contexte, et depuis les années 90 à la conférence nationale, on parle justement des gens qui suivent un cursus normal à l'école, qui arrivent à la fin, qui ne peuvent pas être pris en charge par l'État, trouver du travail, et là, l'État ne peut plus faire la même chose. Il faut orienter les gens vers le secteur privé. S'il vous plaît. Attends, parce que j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Je m'explique. Mais oui, cet État-providence-là est mort pour qui? Pour le peuple. Oui. Est mort pour qui? Mais eux, les gouvernants, ils ont gratuité de tout. C'est l'État qui donne. Oui. Ils ont gratuité de tout, c'est l'État. C'est l'État. L'eau, c'est l'État. Gratuit. Oui. Ils ont gratuité de tout. Ils ont des millions. C'est l'État.
N'est-ce pas? Oui. Ils sont obligés, c'est l'État. Mais cet État-providence est mort pour qui? Donc, pour la population. Mais pour eux, l'État n'est pas mort. Non. Mais non, il faut clarifier les propos pour éviter la confusion. Pour essayer d'avancer, hein. Voilà. Clarifier. Pour essayer d'avancer, il faut juste dire ceci, hein. L'État-providence, quand on dit que l'État-providence est mort, ça ne veut pas dire que l'État est mort. Non. En fait, l'État-providence, c'est simplement un peu ce système d'assistanat. Hein, c'est l'assistanat. L'État qui donne les services, peut-être même les biens gratuitement. Et tout à l'heure, Fortuna l'a développé. On a essayé justement. Et la gratuité du passeport, la gratuité de la césarienne, du traitement du palu et tout. Ça n'a pas marché. Parce et que donc la volonté politique. C'est la volonté politique. Ça ne marche pas parce que l'État c'est la volonté. C'est la volonté. C'est sûr qu'il y a des causes. Non, c'est pas les moyens. Il y a de l'argent. Il y a des gens plus forts, des gens plus riches. C'est sûr. Alors, mais pas les plus d'argent. Mais il faut les ramener. C'est sûr qu'il y a c'est sûr qu'il y a des causes. Mais figurez-vous, même à 100 000 francs, vous trouvez des Congolais quand même qui arrivent à avoir des passeports. Donc, l'État, ce qu'il doit faire justement, ce n'est pas d'être un État-providence, mais un État régulateur. C'est-à-dire qu'il puisse faire de telle sorte que justement, on intègre. Voilà, oui. Et puis, il a le pouvoir d'achat de sa population, et puis il ajuste. Donc, c'est ça que l'idée que le Premier ministre veut promouvoir. Donc, je crois que, mais vraiment, comme on l'a dit, on n'est pas du tout en contradiction. C'est simplement qu'on est devant une idée, devant une proposition d'idée. Hein. Ici, l'originalité, comme je l'avais dit, c'est que ça vient d'un homme d'État. Si c'était fait par un leader politique, un chef de parti, bon, on aurait parlé et puis ça passe. Mais là, effectivement, c'est fait quand même par, on va dire, le numéro 3, non, 4 du numéro 4 du gouvernement. Pardon, de l'État. Le numéro 4 de l'État. Donc quand même, ça mérite qu'on s'y arrête, qu'on regarde, qu'on analyse. Et vraiment, félicitations à Tireka TV d'avoir eu cette initiative de débat, parce que les autres médias, malheureusement, regardent tout ça de loin, alors que, effectivement, c'est une interview qui mérite qu'on en parle. Oui, mais Guy Victor, il faut comprendre que ça peut être une figure de style quand on parle de la mort de l'État-providence. Nous l'avons tous compris. Chez les autres, ça marche. En Suède, en Suède, ça marche jusqu'à aujourd'hui. Mais le Congo, nous avons constaté quand on l'a déclaré, quand l'État a voulu tout faire par lui-même, donner les bourses aux étudiants, sponsoriser la santé, tout faire. On a constaté et donner du travail à la fin, mais que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher avec nous au Congo. Ailleurs peut-être. Et donc, c'est pour cela qu'on déclare que quand on dit l'État-providence est mort, ça veut dire que c'est une politique qui a échoué, qui a montré ses limites, qui ne peut plus fonctionner. Et donc, on peut plus continuer à compter sur l'État-providence. Il faut aller donc vers ce qu'on a dit, autre chose. C'était ça. Parce que ça existe où d'ailleurs? Toutes les institutions financières internationales ne conseillent pas la politique où on va prendre tous les enfants qui sortent à l'université Marie-Wabi, ils sont 50 000 aujourd'hui, et puis on vous donne du travail à la fonction publique. Il faut bien que les gens aillent vers le secteur privé. Et c'est là où que le gouvernement pêche, parce que le gouvernement ne met pas en place les moyens pour que les gens aillent vers le secteur privé. Voilà. Aujourd'hui. Mais tout le monde ne peut pas aller à la fonction publique. Ou dans l'armée, la gendarmerie. Ben oui, c'est de ça qui ça manque d'efforts. On ne peut pas se cacher derrière les mots et les verbes et les figures de style. On ne peut pas se cacher. Le gouvernement est là pour ça. Le gouvernement est là pour ça. Il faut d'abord faire. Il manque la volonté politique. Regardez, vous parlez des étudiants, vous allez dire que l'État n'a pas d'argent, mais le président nous a démontré ici que les étudiants là pour les payer c'est 3 milliards. Mais les autres milliards vont dans les poches des gens. Donc c'est pas l'État n'est pour. L'État peut faire s'il y a de la volonté, s'il y a de la rigueur. L'État peut faire. L'État peut faire. Il ne peut pas continuer à être... Attendez, il le passe d'abord, il n'a pas encore fait. Parce que le problème, la mission de l'État, c'est quoi? C'est la régulation. C'est l'allocation et la redistribution, n'est-ce pas? C'est ça la fonction, les trois fonctions de l'État
évidence. C'est ça. Non, mais Guy Benoît, vous savez. Attention, nous sommes là dans la doctrine. Oui. Hein, nous sommes là dans la doctrine. Exactement. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, on va sur la doctrine. Vous savez, oui, votre moi qui Benoît. Mais si on regarde le PIB sans tenir compte de la vision doctrinale, c'est là. Mais Guy Benoît, Aujourd'hui, j'ai dit, le Congo a suffisamment d'argent. Vous oubliez. Mais n'oubliez pas que le Congo est arrivé au point d'emprunter de l'argent aux gens. De prêter de l'argent. Mais ça, c'est des excuses. Il ne faut pas trouver des excuses aux gens qui gouvernent. Au contraire, il faut poser le vrai problème. Il faut d'abord restaurer l'autorité de l'État pour que tout le monde soit quitte, soit égaux devant la loi. En ce moment-là, l'argent qui s'évapore là, reste là où ça doit aller. Oh, l'argent va dans les poches des gens. Vous avez bien fait tout à l'heure de rappeler l'histoire. Vous avez rappelé l'histoire tout à l'heure. Regardez tous ceux de la génération 70-80 qui ont été envoyés à l'extérieur par l'État congolais, aller se former en Russie, un peu partout en Chine. Quand ils reviennent, ils ont quelle mentalité? La fonction publique. C'est ça. La faute à qui? On n'a pas c'est pour ça qu'on parle de l'État-providence. C'est l'État-providence qui a inculqué cette culture de dépendance. On va pas se sentir de dépendance où, quand on termine à l'école, vous avez étudié, je sais pas dans quel domaine, la première idée qu'on a dans son lit, c'est la fonction publique. C'est ce qu'on ne veut plus, Vous avez des doyens, des grands intellectuels comme Théophile Obenga. Oui. Je reçois à une émission qui dit carrément, il faut qu'on cesse. Il faut qu'on arrête avec cette politique quand vous avez terminé les études. Mais je vous dis qu'ils sont 50 000 à l'université Marie-Ngouabi. On a entre 80 000 et 100 000 fonctionnaires. Alors, les 50 000, on les met. La faute à qui? Vous savez lesquels ça coûte? La faute. Non, parce que nous parlons. Ne doit-on pas responsabiliser aujourd'hui les jeunes? Doit-on attendre toujours de l'État ou bien de la fonction publique? Mais qui doit impulser? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Mais c'est là où il ne se dédouane pas. Les déclarations là, ça date de quelle année? Non, lui, il a son contexte à lui. Je m'imagine que vous êtes dans les sécurités de Premier ministre, mais je dis que le Premier ministre n'est pas son rôle. Il doit jouer son rôle, c'est-à-dire, il doit impulser le développement. Si pour lui, le développement lui passe par la privatisation de tout, c'est lui qui commence. Oui. Et le reste sont suivants. Moi, je crois que c'est de ça. Les discours là, à mon âge, là, j'en ai bien entendu. Non, ce genre de choses, ça marche pas. On va progresser. Ça marche pas. On va progresser. Ça marche. Quand le Premier ministre dit que l'État-providence est mort et tout, et on continue à recruter les gens là. Mais voilà. Donc, on va progresser. Non, on va progresser les militaires. C'est eux qui font le ça. Parce qu'il faut qu'on arrête demain. On a eu, Fortuna disait tout à l'heure, la situation de la SNE, il fallait privatiser la partie opérationnelle, la commercialisation. La société s'est braquée. La société congolaise s'est braquée. Même ceux qui comprenaient pas ce qui se passait là. Tout le monde s'est braqué. Non, les gens ont adopté ces réformes-là depuis bien longtemps. Lorsqu'on a créé la nouvelle société, il y avait ces réformes. Les députés ont même adopté cela. C'est quand on arrive à la pratique, il fallait expliquer. Ils disent que, mais il y a eu depuis qu'il y a eu du fou. Alors que eux, ils avaient adopté ça. Ailleurs, même la sécurité, même la sécurité libéralisée. Le Wagner est privé, même ailleurs. On constate que même dans la sécurité, dans le secteur sécuritaire, c'est même libéralisé. C'est ça. D'ailleurs, mais ici aussi, nous avons les SCAB et le quoi, c'est presque les militaires. Ben voilà, donc c'est aussi libéralisé presque. Nous avons ici. Quand on comprend tout ce qu'on a dit. Le Congo de demain, tout ce qu'on dit, en réalité, il faut quelqu'un qui croit. Qui est capable de passer, de poser les jalons. On ne se croit pas. Moi, on peut aller progressivement. Oui, je veux bien. Dans un pays où, pendant longtemps, pendant 60 ans, on a vécu de la rente pendant 65 ans. C'est ça le problème. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on manquait d'argent d'investir pour investir? Mais c'est l'État, on l'a dit tout à l'heure. À la mamelle du trésor public. Très bien. Ils sont devenus les riches. On a investi dans l'enseignement.
Des milliards et des Ils milliards. n'ont jamais créé de la On richesse. a investi dans l'agriculture, fonds de soutien à l'agriculture, des milliards et des milliards. On a investi là, L'argent a disparu. Qu'est-ce qu'on a fait? les zones économiques, on en parle. Mais c'est pour ça. On parle pas de la même chose. Est-ce que vous comptez? C'est pour ça qu'il faut donner cet argent. Peut donner cet argent au secteur privé, puisque l'État a tout fait. Ça n'a pas marché. Les villes et les villages agricoles, les apps, c'est déjà un échec parce que si le secteur privé ne le récupère pas, ça va être un échec parce qu'on a déjà tenté avec les villages agricoles, ça n'a pas marché. C'est pour cela que les gens qui sont dans le privé sont beaucoup plus rigoureux. Mais ceux qui sont là aux affaires pensent que l'argent, ils peuvent en avoir à n'importe quel moment dans le trésor. Mais celui qui est dans le privé, comme nous autres, mais tu vas pas manger l'argent comme les grains de maïs. Ah non, tu auras une rigueur à mettre. Changer les mentalités. Voilà, le changement de Le changement des mentalités, c'est bien. Tous nous devons changer nos mentalités. Guy Benoît Makosso parle des 12 batailles menées pour le projet présidentiel et il affirme ces batailles sont permanentes et se mènent de façon continue, vous l'avez dit. Selon vous, ces engagements peuvent-ils être considérés comme des réussites tangibles au vu des résultats partiels sur des projets comme les hôpitaux? Joachim Banza. Je crois qu'on a déjà abordé vraiment tous ces aspects. Ouais. Ça... Après, on n'est pas ici pour parler du bilan ou défendre le bilan du gouvernement. Nous discutions ce soir, je crois que vous avez bien posé le problème au début, c'est la vision que présente Anatole Makosso de ce que doit être le Congo. Maintenant, contre 12 batailles, on sait que les 50% dont il parle, ça concerne les hôpitaux. C'est pas qu'il a gagné ou encore il a réussi à matérialiser les 12 batailles à 50%. Ah non! Ouais, non, on peut pas, si on voulait qu'on en parle, on en parlera, mais je crois que, on peut pas faire du bilan ce soir, c'est pas possible. Mais Colline Makosso se félicite aussi pour l'assainissement de nos finances publiques. Elle doit être précédée d'une pédagogie suffisante pour gagner en légitimité, en efficacité. Cette stratégie est-elle crédible pour moraliser la vie publique en tenant compte des régies financières? Beaucoup de choses restent à faire. Nous avons parlé de la lutte contre la corruption qui reste encore un chantier énorme. Et ça, on peut pas se le Et puis, on a dit aussi que la pédagogie ne suffisait pas aujourd'hui. Il y a eu tellement de crimes économiques. Voilà. On a détruit le trésor public au vu au tout le monde. Aucune action en justice, rien du tout. Donc, il faut bien que la haute autorité de lutte contre la corruption, il faut bien tout ce qu'il y a autour, même la CID, tout ce qu'il y a autour, il faut que ça se mette en branle pour que justement qu'il y ait de la correction. On a assez fait de la pédagogie. On voit le président de la République chaque fois, même à l'investiture, à son dernier discours d'investiture, il est revenu sur ça. Je pense que la pédagogie, on en a assez fait dans les églises, dans les écoles, dans nos familles. Maintenant, l'argent de l'État, si vous mettez la main, les responsabilités sont établies. Vous devez être sanctionné. Guy Benoît l'a dit, les lois existent. La halte est renforcée, c'est bien, mais combien de gens ont été interpellés par la halte, j'étais en prison. Mais j'ai été quelque part dans une institution où j'ai été scandalisé d'entendre que la Cour de compte n'est jamais passée là-bas pour le contrôle. Alors que cette institution existe depuis plus de 20 ans. Moi, j'étais scandalisé d'entendre ça. Pourtant, la Cour des comptes existe. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut fouetter. Il faut fouetter, mais il y a des questions que les Congolais ne cessent de se plaindre. Nous parlons de l'électricité. Comment évaluez-vous aujourd'hui la politique énergétique du gouvernement? Mais on parlait tout à l'heure de l'une des réformes dans ce secteur-là, qui a été les réformes démarrées depuis 2002, si je me trompe pas, mais butées aujourd'hui parce que on connaît l'histoire de ce qui s'est passé. Et le gouvernement, le Premier ministre le dit dans son discours, il n'était pas soutenu, il n'a pas eu le soutien populaire pour continuer avec cette réforme. Mais il est qui face à la population? Il est qui face à ce peuple qui ne veut pas pour le moment changer de paradigme? Il est qui pour dire finalement je force les choses malgré les députés ont déploré ça? Vous vous souvenez de comment le président de l'Assemblée nationale l'avait interpellé pour dire mettez d'abord cette question en pause. Donc, à un moment donné, il a dit clairement qu'il pouvait pas continuer avec ces réformes-là quand on sait que ceux qui sont dans cette affaire-là, dans cette société, n'ont pas voulu. Vous avez vu comment les syndicalistes, ils sont braqués. Les populations qui d'une manière ou d'une autre, n'avaient pas bien saisi les choses aussi, se sont braquées à un certain niveau. Et finalement, quand les parlementaires ont parlé, le Premier ministre qui devant
la volonté populaire pour dire finalement je continue. Et là aussi, le gouvernement ne lâche pas et il reprend ses responsabilités. Il laisse pas un pays dans l'obscurité. Bien qu'on sait qu'aujourd'hui, la gestion de l'électricité ou la fourniture de l'électricité, c'est le chaos dans le pays. Mais après, ils ne lâchent pas. Ils sont allés chercher de l'argent auprès de la Banque mondiale, près de plus de 60 milliards de francs CFA, pour résoudre ce qui semble être l'énigme aujourd'hui. Donc, la ligne de transport d'électricité entre Brazzaville et Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire est devenu aujourd'hui le principal port de fourniture d'électricité au Congo, avec la centrale électrique du Congo. Mais la ligne qui transporte l'électricité, elle n'est pas fiable. Donc, les 60 milliards de francs CFA ont été accordés au Congo pour construire. Donc, c'est toujours, en fait, le gouvernement qui est dans la manœuvre pour dire, bon oui, l'État-providence est mort, mais est-ce qu'on va continuer comme ça alors que les privés peuvent prendre des parts pour construire les lignes d'électricité et rentrer même dans le pool énergétique, l'Afrique centrale, construire dans le nord, dans le sud, à l'est et à l'ouest. Malgré tout, le gouvernement reste au centre. Et il n'est pas démissionnaire, mais comme c'est le gouvernement qui doit tout faire, les résultats sont parfois catastrophiques pour des choses qui on doit palper aussitôt. L'électricité, où c'est les Noirs dans les quartiers de Brazzaville, de Pointe-Noire. Tout le monde le constate. Le Premier ministre peut faire un discours enjolivé et tout, mais tout le monde constate qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau. Et là, il y a des efforts à faire. Le taux d'accès est très faible aujourd'hui. 2025, 21e siècle quand même, on parle encore des 46% d'accès à l'électricité, à peine 60. Et là encore, on parle des 50%. Vous avez de l'électricité de 7h à 14h et puis vous attendez 2 jours et ça va revenir. On peut pas vivre, on peut pas entreprendre, on peut pas faire ça. Heureusement que le gouvernement, il comprenne et il reste dans le jeu. Parce que s'il démissionne, s'il se retire, je pense que ce serait la catastrophe. Peut-être c'est à cause de ça aussi parfois, pour ces secteurs sociaux tels que l'eau, l'électricité, le transport, le CFCO et tout, le gouvernement n'a toujours pas voulu lâcher, donner à un privé. Peut-être aussi c'est à cause du poids de ces sociétés, beaucoup de dettes, le passif est très lourd dans ces sociétés. Parfois même les repreneurs hésitent un peu de prendre, mais le gouvernement ne doit pas reculer, malheureusement. La question de la délinquance juvénile aussi a été évoquée lors de cette interview. Aujourd'hui, est-ce que les initiatives comme les centres de rééducation ou les programmes d'encadrement suffisent-ils pour traiter l'incivisme? Guy Benoît. Ah ben oui, attends. Nous parlons de changement de mentalité. Ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation. Moi, je suis enfant du mouvement national des pionniers. Je suis allé à l'UGC. Mais c'est ça. C'est là-bas qu'on apprenait tout. Le pionnier était militant conscient et efficace de la jeunesse. Il ne peut pas tout chose plus que de tout. Mais c'est des choses qu'on devrait enseigner dès l'école. L'instruction civique. Les centres comme ça ne peuvent pas manquer dans un pays sérieux. Parce que l'éducation nationale, ça s'appelle l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est déjà là. Nous, il y a des gens qui ne connaissent même pas pourquoi ils doivent gérer le pays, pourquoi ils assument telle fonction. Ils pensent qu'ils le font pour leur famille. Mais c'est ça qui est grave. Et c'est là où il y a les dérives. Il faut les centres d'éducation. Avec tout ce que nous avons comme phénomène ici, comment on va redresser ça? Et c'est pourquoi, parfois, je suis estomaqué de comprendre que 60 ans après, on doit passer à l'éducation, à la pédagogie, dire aux voleurs ne volez pas. Et ce que on peut demander à quelqu'un qui a les dents assorties de fermer sa bouche et il y restera pendant 1 minute ou 2 minutes. Il va revenir. On ne peut pas dire aux voleurs, tel qu'on a vu à Mayamaya, la HALC va, dit-on, pour éduquer les gens là-bas pour qu'ils ne volent pas. Est-ce qu'on a cessé? Est-ce qu'on a cessé? Vous voyez? Donc, moi, je crois que je ne suis pas pour tout ce qu'on dit là. Il faut les centres d'éducation et de rééducation. Vous voyez? C'est pourquoi ce que le Premier ministre a dit, s'il ne veut pas être, puisqu'il pense qu'il ne peut pas être un père fouettard, donc il faut des centres d'encadrement, d'éducation, de rééducation, des dérives. Comment on va regarder ces gens-là? Les bébés noirs là, on va les regarder comment? Vous pensez que seulement à la maison, le père va encore donner l'éducation à l'enfant là? Il faut les désenvoûter. Donc on les emmène aux églises, mais il faut les rééduquer dans des centres. Donc c'est une politique nationale d'éducation de la jeunesse. Il faut le faire. Il faut le faire. Prendre tout ça à bras le corps. C'est le courage qui manque. Vous voyez, on parlait de le village de Pascal Subala, c'est quoi? Là où on fait... Non, cette affaire de... Il y a un truc qui sont dans le cadre de la jeunesse, on a créé, c'est pas où là. Ah oui, Bon, qu'est-ce que c'est devenu?
Qu'est-ce que c'est devenu? Non, mais le centre va bientôt être... très bien, mais Les choses sont avancées. il faut aller. Je crois que même le Premier ministre va... Mais voilà. Non, va effectuer une visite. C'est le ministre. Il y était déjà. Il a été reçu par le ministre. Le ministre qui était déjà sur place. Là, c'est un centre de désintoxication pour tous ces jeunes consommateurs de tramadol, machin, tout ça là. On m'a dit, Il faut arrêter les de manière générale aussi, il faut dire, continuer. toutes ces questions-là exigent à ce que le système de manière globale fonctionne aussi. Il faut que la justice fonctionne. Mais la justice même aux premiers étages, c'est-à-dire au tribunal d'instance, dans les quartiers, dans les arrondissements. Il faut que ces systèmes-là soient bien opérationnels, fonctionnels et proches des populations. Il faut qu'on ait un système, les forces de l'ordre, donc la police, la sécurité. Il faut pas que les commissariats de police, les brigades de gendarmerie soient simplement des endroits de détention de gens. Non, c'est des véritables centres administratifs, d'encadrement de la population, ainsi de suite. C'est ce qu'on voit ailleurs, voyez-vous. Et c'est tout ça qui participe à l'encadrement de la jeunesse. Il faut aussi que l'économie tourne. Parce que quand l'économie tourne, elle crée des emplois. Vous savez, madame, moi j'étais un peu hébété de constater que pendant que nous, au Congo, on traînait avec un taux de croissance à partir de 2020, la Covid et tout, on était à 1, on est même tombé à 0 et tout, et puis bon, ça végète à 2. La Côte d'Ivoire a un taux de croissance pratiquement à 2 chiffres, 8%. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire, à chaque fois on dit, oui, le contexte international, la crise, oui, le contexte... Non. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes internes, et c'est ceux-là, bon, donc Guy Benoît a parlé, que Fortuna a évoqué, c'est ça, ne nous voilons pas la face. Parce que, madame, je vous dirais seulement une image. On a parlé de milliardaires. Je lui dis, Deng Xiaoping, quand il a dit à ses compatriotes, enrichissez-vous, c'était un scandale politique. Parce que c'était pas l'idéologie du parti. On peut pas dire, dans un contexte communiste, enrichissez-vous. Et pourtant, il l'a fait. Il l'a dit. Et voilà la Chine que nous avons aujourd'hui. Madame, je vous dirais tout simplement, si dans un pays, vous n'avez que des milliardaires politiques, je crois que quelque part, c'est une malédiction. Il faut avoir des milliardaires tels qu'on les a connus, les Ebina, les Ntietié, les Kulunda, des hommes d'affaires dont on sait, aujourd'hui on parle de Dangote. Ben voilà. Où est le Dangote congolais? Où est le Dangote congolais? C'est ça, pour qu'un pays avance, il faut que sa population ait la culture d'accumuler, de s'enrichir. Mais nous qui s'enrichissons, c'est pas pour être contre les gens, pour être jaloux, non. Je vous dis tout simplement, c'est des choses de principe, pour ceux qui sont spirituels, peuvent déjà le capter. Voyez-vous? Parce que madame, quand un bien ne vous appartient pas et que vous l'avez pris, vous pouvez en profiter. Mais quelque part, vous emportez la malédiction, et cette malédiction-là rejaillit sur votre propre pays. Donc, il faut souhaiter des milliardaires, des Congolais, milliardaires économiques. On sait qu'il a investi là, il a une cimenterie, il a un barrage hydroélectrique. Un Congolais qui gère un barrage hydroélectrique. Il faut qu'on en arrive là. On était, vous allez à Kigali une fois, bon, on était sur mission. Bon, on voit des hôtels et tout, un hôtel comme les tours jumelles. Non, pas les tours jumelles, mais comme Radisson. Comme Radisson. Vous savez, madame, on vous dit non, mais ça appartient à un homme d'affaires rwandais. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Oui. Ça appartient à un homme d'affaires rwandais. Oui. Mais chez nous, vous avez des choses comme ça. Les logements sociaux. Vous construisez 3-4 étages, et puis bon, non. L'État doit créer les conditions pour faire que les Congolais s'enrichissent. Ouais. Bon, parfois on a peur, on se dit oui, si Ngolali est riche, milliardaire, il va piquer notre position et tout. Non, il faut justement sortir
il faut sortir de ça si on veut libérer le pays. Ouais. Ah, il y a aujourd'hui des Congolais tout à fait talentueux, organisés, qui peuvent nous démontrer que, oui, par les affaires, ils peuvent s'enrichir. Ouais. Faut libérer ça. Faut libérer ça. Libérer ça, c'est par ces mots que nous mettons fin à notre débat, ou bien notre décryptage de ce soir. Merci à vous, à nos 4 journalistes et à vous, chers internautes de Tcheleka Média, de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite des programmes et des débats. On se dit à très bientôt pour un autre débat.